Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le premier jour du nouveau gouvernement. Loyauté, efficacité et confidentialité. Voilà pour la feuille de route des ministres. Et concrètement, comment va fonctionner cet attelage hétéroclite? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. La méthode Macron au cœur de l'attention. Le président veut restaurer la sacralité qui entoure sa fonction. Mais jusqu'où faut-il aller dans ce côté jupitérien? Et bien sur ce sujet, le match des idées va opposer l'avocat et proche d'Emmanuel Macron, Jean-Pierre Vignard, à Anne Levade, juriste et professeur de droit public. Enfin, l'entretien pour comprendre la présidence qui s'esquisse en ce moment, eh bien, il faut replonger dans le cœur de la campagne, ses coulisses, ses offs, ses dessous, le tout raconté par Swazik Kemener, co-auteur du livre L'irrésistible ascension, le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos questions et réactions avec le hashtag OVPN. N'hésitez pas à réagir. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Emmanuel Macron a présidé son premier conseil de défense du quinquennat, entouré de ses ministres régaliens. La réunion intervient après une conversation téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le chef de l'État se rendra dès demain au Sahel pour une visite auprès des troupes françaises, un engagement qu'il avait pris avant son élection. Marine Le Pen. Oui, je serai candidate dans ma circonscription de Hénin-Beaumont. Je n'imaginais pas de ne pas être à la tête de mes troupes dans une bataille que je considère comme fondamentale. Il faut à l'évidence des députés qui soient sans complaisance et qui défendent les intérêts des Français, qui défendent les intérêts de la France. Et la meilleure assurance pour les Français, c'est évidemment d'avoir des députés du Front National qui, eux, ne sont pas dans des négociations quelconques avec le gouvernement actuel. Élection. Après avoir jeté l'éponge hier, Daniel Vaillant sera bien candidat à sa propre succession dans la 17e circonscription de Paris. Le député socialiste souhaite inscrire sa candidature dans la majorité présidentielle. Jean-Paul Delevoye, président du comité d'investiture d'En Marche, avait annoncé hier que cette circonscription était encore en débat. Justice. Bernard Tapie devra rembourser 404 millions d'euros, une somme obtenue suite à un arbitrage frauduleux entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais. Il est reproché à Bernard Tapie d'avoir entretenu des liens avec les arbitres chargés de trancher le litige. La Cour de cassation avait validé en 2016 l'annulation de cet arbitrage. Chômage. Le taux de chômage passe sous la barre des 10% à 9,6%, une première depuis le deuxième trimestre de 2012. Une diminution qui profite aux jeunes, moins 1,5% de chômeurs sur le premier trimestre de l'année. Les 25-49 ans profitent également de la décrue, moins 0,4% de personnes sans emploi. Une baisse du chômage saluée notamment par le nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et dans l'actualité aujourd'hui, après la photo de famille du nouveau gouvernement, place maintenant à l'action. Comment cet attelage hétéroclite va fonctionner? Comment le Premier ministre va mener ses troupes en vue de la bataille des législatives? 3 caractéristiques ont été mises en évidence à l'issue de ce premier conseil des ministres. Loyauté, efficacité et confidentialité. Alors ça, c'est sur le papier. Et maintenant, eh bien, on va en parler avec nos invités ce soir. Cécile Cornidet, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Éditorialiste politique aux Échos. Alain Offray nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Libération. Véronique Reilsoul, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des réseaux sociaux et directrice générale de Dentsu Consulting. Et Jackie Isabello, bonsoir. Jackie, oui, à l'américaine. Yes, you are here. Et you are co-fondateur of the agency of communication Coriolink. Alors, il y avait un maître mot aujourd'hui qui a été répété à plusieurs reprises par le porte-parole du gouvernement, c'est la solidarité. Devoir de solidarité et de loyauté pour les ministres. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Solidarité gouvernementale exigée. Emmanuel Macron appelle ses ministres à soutenir la majorité présidentielle aux législatives. Les ministres sont des militants de la majorité présidentielle. Ils ne sont plus les militants de tel ou tel parti politique. Et donc ils devront veiller dans leurs déplacements à faire en sorte qu'ils puissent accompagner cela. Une allusion qui vise entre autres
les deux ministres Les Républicains, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Eux aussi vont devoir s'impliquer dans la bataille des législatives. Pas question de soutenir les candidats de la droite. Intolérable pour le secrétaire général des Républicains. Mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui défende notre projet contre le projet d'En Marche. Parce que, encore une fois, sur le pouvoir d'achat, sur les impôts, c'est important. Ce qui complique la tâche du nouveau ministre de l'économie. Exclu du parti Les Républicains, il ne sera pas pour la première fois candidat LR dans l'heure. Et en cas de défaite, il devra quitter le gouvernement. Voilà, jour 1 d'une nouvelle équipe, un casting plutôt bien accueilli par les Français, si l'on en croit les premiers sondages. Mais Cécile Cornudet, aucun état de grâce dans l'opinion quand on s'intéresse à la cote de confiance déjà du président et du couple exécutif. D'abord, ça c'est une constante depuis. Enfin, c'est une évolution. C'est vrai que plus même François Hollande avait eu un état de grâce très très faible. Et là, c'est vrai que les circonstances de l'élection d'Emmanuel Macron, il y a une sorte de paradoxe. Il est complètement nouveau, il chamboule tout. Et on n'a pas senti un élan, et on a beaucoup dit qu'il avait été élu par défaut. Et là, ses premiers pas, ils sont assez admirés, et ce paradoxe perdure. Malgré tout, il n'y a pas d'état de grâce, jamais il y a eu un président et un Premier ministre avec une si faible cote de popularité au départ. Et donc, du coup, ça pose toute la question des législatives derrière. On va en parler en détail, mais comment, justement, vous expliquez ce paradoxe dont parle Cécile Cornudet, Jacques Isabello? On en parlait avec Alain, justement, en arrivant au studio, et on se disait que déjà, d'une part, la proposition de valeur gouvernementale que fait Emmanuel Macron, elle est absolument nouvelle. Il y a plein de partis, les partis traditionnels ont disparu, donc les gens ont besoin de comprendre si ça va être efficace. La cote de confiance, c'est tu me dis que tu vas inverser la courbe du chômage et donc j'évalue si tu as raison et je t'accorde ma confiance. Et qu'à partir de ça, ils ont une intelligence de terrain et ils attendent de voir pour faire monter cette cote ou alors la faire redescendre. Donc le temps où on disait il vient d'arriver, on va être bienveillant et on va lui accorder notre confiance avant de mesurer, ce temps-là est totalement révolu. Et c'est politiquement une démonstration que les Français adorent la politique et qui sont très intelligents politiquement, nos concitoyens. Et qu'ils attendent surtout, Alain Onfray, les résultats, l'action. Alors une question précise, le président il veut un collectif qui marche vraiment presque comme un seul homme ou une seule femme derrière lui. C'est une vision que vous considérez comme moderne, managériale, plus que politique? J'ai envie de dire qu'on peut le comprendre un petit peu vu ce qu'on a vu dans le précédent quinquennat, quoi. Il y a eu des circonstances où la cacophonie était telle que c'en était presque gênant, y compris pour nous observateurs. Donc voilà, je pense que je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça, mais il n'est pas tout à fait étonnant ni anormal, même je dirais, que dans les premiers jours, le premier jour, cette consigne soit donnée, d'autant qu'on a un gouvernement quand même très particulier, avec des nouveaux venus qui ne connaissent pas forcément tous les codes et qui n'ont sans doute pas envie de les connaître, d'ailleurs tant mieux pour eux, de la communication politique. Je parle des gens de la société civile. Et puis par ailleurs, sur le champ politique, des gens qui ont des cultures assez différentes. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez compréhensible et pas très surprenant. On va avec vous, Véronique Reilsout, rentrer dans le détail de la notoriété sur les réseaux sociaux des différents ministres de cette nouvelle équipe. Quand même, encore une question à vous tous et Véronique. Il y a une volonté très claire, on l'a vu aujourd'hui, de tout maîtriser dès le départ, de faire l'inverse, vous l'avez dit, des précédents d'ailleurs quinquennats. Mais de la maîtrise au verrouillage, il n'y a un pas. A-t-il été franchi aujourd'hui? La question a été beaucoup posée sur une communication tellement maîtrisée qu'elle en deviendrait verrouillée. Est-ce que ça a été l'un des sujets qui a été évoqué sur les réseaux sociaux? Non, ils en ont peu parlé. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'en fait, ils vérifient. C'est pas tant qu'ils veulent tout de suite des preuves de résultats, mais tout ce qui a été annoncé, on vérifie que c'est fait. Donc, par exemple, il a annoncé la parité, on vérifie que... Ça, c'est facile, mais voilà. C'est constamment du fact-checking, du act-checking. Il a promis quelque chose, il faut le faire. Et donc, pour eux, ça ne les choque pas tant que ça. Après, oui, maîtriser, c'est évident. Il y a des ministres qui étaient, par exemple, pas très, très connectés. Le ministre de l'Agriculture, par exemple, n'avait pas du tout de connexion et visiblement peu d'appétence. Sénateur Jacques Mézard, voilà. Eh bien, il a eu donc un compte qui a été créé aujourd'hui avec des éléments très clairs. Voilà, parce qu'il y a un moment où il va falloir quand même maîtriser ces éléments-là. C'est une façon de parler directement aux citoyens, une envie de pouvoir les interpeller, donc pas le choix. Mais faisons un point sur ces membres du gouvernement. Alors, quel est celui qui avait fait le plus parler de lui? Après, on verra si c'est en bien ou un peu moins bien.
Alors, celui qui a fait le plus parler de lui, c'est Bruno Le Maire. C'est lui dont on a le plus parlé, suivi de Nicolas Hulot, suivi de M. Darmanin, de M. Collomb et de Mme Flessel. Donc, c'est forcément un peu lié à la notoriété quand même. On va parler plus de quelqu'un dont on connaît déjà l'histoire. Ça, c'est dans le jour aujourd'hui ? C'était hier et aujourd'hui. Et sachant que, sincèrement, je pensais qu'on parlerait plus de M. Hulot, mais non, on a quand même beaucoup parlé de M. Le Maire. Il a 17% de part de voix sur l'ensemble des ministres. Et pour dire quoi? Qu'a-t-on dit sur M. Le Maire et les autres? C'était un peu moins positif sur M. Le Maire que sur les autres. Si on regarde donc pour ces 5 personnalités, les mots les plus associés pour Bruno Le Maire, c'est le mot surprise, le mot déficit 3% et le mot ISF. Donc globalement, une grande surprise de cette nomination. Pas de remise en question fondamentale de la compétence. Pas tant qu'on le trouve compétent, mais en fait, on voit dans les messages que pour tout ce qui a touché à l'économie, M. Macron est le champion toute catégorie, donc ils seront sous tutelle quelque part. Donc on se pose des questions aussi sur comment va-t-il gérer cette histoire d'ISF. Nicolas Hulot, c'est positif. Quoique, il y a le « enfin » qui revenait beaucoup à « enfin », il a dit oui, enfin, il est ministre. Tout le monde s'en réjouit, mais il y a 2 sujets un peu compliqués, dont Notre-Dame-des-Landes qui ressort beaucoup dans les commentaires. Comment va-t-il gérer cette affaire ? Gérald Darmanin, alors là c'est pas du tout positif, c'est autour de trahison, autour de mariage pour tous et le mot banque parce qu'il a accepté d'être dans un gouvernement, il y a Rothschild et la négociation de la dette. Gérard Collomb, le mot âge en positif et en négatif parce que ils disent il a l'air fatigué, c'est beaucoup, mais le c'est ministre de l'Intérieur est un ministère exigeant. Et puis la reconnaissance, il y avait beaucoup autour de on lui devait bien ça. Et puis Laura Flessel, alors là tout est positif, c'est formidable, cette femme était portée au nu sur les réseaux sociaux, elle est belle, elle est intelligente, elle est experte, elle est armée, donc je pense que les internautes le savent, mais non, pas que du positif. Attention. Voilà. On va s'arrêter sur le triptyque loyauté, efficacité, confidentialité. D'abord, loyauté, Cécile Cornudet. D'habitude, c'est du non-dit, c'est-à-dire qu'il est acquis, évidemment, que les ministres vont être solidaires, d'abord entre eux, de l'équipe gouvernementale, de leur chef de gouvernement et du président. Là, non. Là, c'est répété, c'est matraqué. Là, il y a une vraie rupture. Oui, parce que comme disait Alain, depuis qu'il est entré en fonction, Emmanuel Macron n'a de cesse de prendre des distances avec François Hollande et la façon dont ça se passait. Et lui était aux premières loges pour voir tous les couacs qu'il y a eu dans le premier gouvernement Ayrault notamment. Donc il se prévient de ça et il s'en prévient d'autant plus qu'on a là un assemblage qui en fait, c'est comme s'il avait remonté un moteur avec des pièces nouvelles, etc. On ne sait pas comment ça démarre, comment ça fonctionne, donc il préfère bien parer les choses avant de déclencher la machine. Voilà, et puis il marque son autorité, c'est quelqu'un de jeune, donc il a besoin de marquer ça très fort. C'est un gouvernement complètement à sa main. On a bien compris qu'Édouard Philippe n'avait pas fait venir ses amis autant qu'il l'aurait voulu. Donc c'est tout ça ensemble. Jackie Isabello, on dit que on verra pour les députés. Est-ce que c'est des ministres qui vont avoir le petit doigt sur la couture du pantalon? On parle souvent de députés godillots. Alors c'est vrai que c'est un petit peu négatif, mais est-ce qu'on va avoir des ministres? Mais c'est positif. Si, tel un collectif, ils vont s'orienter vers le même projet, vers le même objectif, que dire de plus? Vous parlez pour les ministres, Sonia. Alors, il leur a rappelé que ad nutum, lui, la révocation ad nutum, il allait l'écrire en majuscule, apparemment. Donc, il leur a dit, si jamais vous déviez du cap que je vous ai fixé et qui intègre énormément de loyauté, vous serez démis instantanément. Ils peuvent l'être de toute façon, c'est inhérent à la fonction. Mais il leur a bien rappelé. Moi, la loyauté, elle ne fait pas partie d'un gouvernement d'habitude. Vous avez vu dans certaines compositions, les gens se tiraient dessus les uns les autres. Celui qui avait très bien compris ça, c'était Sarkozy, puisqu'il avait, moi j'ai appelé ça dans un livre un jour, il avait construit la PME autour de lui et donc pilotait avec ses grands collaborateurs, pour certains extrêmement brillants, Emmanuel Mignon, Guénaud et j'en passe, c'est des meilleurs, sa PME, et il pilotait tout l'Élysée. Là, j'ai l'impression que, d'une part, il leur dit tout de suite qu'il faut conserver cette ligne de loyauté, et puis, à la différence de ce qu'on peut voir, de ce qu'on a pu voir par le passé, quand on réunit des gens d'une même famille, on a à cœur de se détester dans des familles des fois. Et dans les partis politiques, on est de la même famille, mais traditionnellement, on se déteste parce qu'on est en concurrence. Là, ils viennent d'horizons différents. Ils n'ont jamais véritablement travaillé ensemble, mais on a vu que leur CV était extrêmement complémentaire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la mayonnaise pourrait prendre et que ça peut donner de très très belles choses, sachant qu'ils ont un chef. Et ils ont lu les livres de certains journalistes et ils commencent à comprendre que Macron, il est sympa en campagne, mais que dans l'arrière-boutique, quand il n'y a personne,
il est peut-être un peu plus autoritaire, ce que doit être de toute manière un chef à un moment ou à un autre quand il trace un cap. Alors sur cette mayonnaise qui devrait prendre selon vous, on va écouter l'avis ce soir sur France 2 de Jean-Luc Mélenchon, en particulier sur l'une, on va dire, des prises entre guillemets, mais c'est vrai que c'est une belle prise parce qu'il avait refusé d'ailleurs à 3 présidents d'entrer dans le gouvernement. Il s'agit de Nicolas Hulot. Je ne retirerai pas mon estime personnelle à Nicolas Hulot, que je connais et que je fréquente, mais je pense qu'il a fait une lourde erreur du point de vue des idées qu'il défend. Il y va avec beaucoup de naïveté, il pense qu'il va changer tout à lui tout seul. Donc je pense que dans 1 mois et demi, 2 mois, M. Hulot va découvrir qu'il est tout seul là-dedans, comme l'a dit M. Corbière, comme une espèce d'ours polaire dans le Sahara. L'ours polaire dans le Sahara, mais au-delà de la déception de Jean-Luc Mélenchon, Alain Onfray, le leader de la France insoumise, il parle de ce qui est le plus important, les idées, les convictions. Donc l'aéroport Notre-Dame-de-Lande, la transition énergétique, etc. C'est cela qui peut provoquer crispation, voire plus. On entend beaucoup, effectivement, ça vient d'être dit par Mélenchon, mais d'autres le disent, qu'il y a un risque de le voir partir, quitter le gouvernement assez rapidement. Aujourd'hui, il a donné quand même des indications. Sur Fessenheim, il a l'air de dire que ça, effectivement, ce sera arrêté. Et pour Notre-Dame-des-Landes également. Donc voilà au moins 2 dossiers sur lesquels on a l'impression qu'il avait, au moment où il a accepté de rentrer au gouvernement, des arbitrages favorables. Et là encore, le fait qu'il ait accepté, alors c'est sans doute à mettre au crédit de Macron qu'il ait réussi à le convaincre, mais c'est assez logique par rapport à son positionnement habituel. C'est quelqu'un qui se dit, comme Macron d'ailleurs, et de droite et de gauche. Il dit plus précisément que l'écologie est à la fois de droite et à la fois de gauche. Mais il disait que l'écologie n'était pas libérale, qu'elle ne devait pas aller dans le sens du libéralisme. Or, ce gouvernement est un peu teinté de libéralisme malgré tout. Oui, ça, effectivement. Et par exemple, sur le CETA, il y a des vraies différences entre ce qu'a pu dire le président de la République et ce qu'a pu dire Hulot. Donc là, effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on va voir comment les choses vont évoluer. Lequel des deux va devoir avaler son chapeau. Mais il a obtenu des garanties sur le CETA quand même. Macron a un peu annoncé qu'il accepterait certaines choses. Il a eu des garanties avant d'arriver, et c'est vrai sur des sujets compliqués. Parce que... Nous verrons tout cela à l'œuvre. Restons sur le volume et la notoriété de ces ministres. Véronique Reisso, c'est intéressant de voir comment aussi c'est perçu sur les réseaux sociaux. Donc les plus populaires, au-delà de Laura Flessel, quels sont-ils? Qui sont-ils, ces ministres? Alors, les plus populaires, on a regardé au-delà des volumes, effectivement, parce que quand on n'est pas très connu, voilà, c'était regarder si on en parlait en bien. Alors, Laura Flessel, elle reste la première. Personne n'a réussi encore pour le moment à la dépasser en popularité. Françoise Nyssen a eu beaucoup de messages positifs. Globalement, sur les messages, c'était la place du livre, entre autres. Enfin, voilà, c'était des messages très... le fait que ce soit une professionnelle était reconnu, c'était très apprécié. Vous avez aussi Jean-Michel Blanquer qui a été plutôt bien accueilli par son expérience essentiellement. Surtout à droite. Surtout à droite, mais voilà. C'est pour ça qu'il a répondu. C'est bon à préciser. Avec quelques critiques. Mais en fait, même à gauche, il était un peu critiqué, mais c'était pas celui qui faisait l'unanimité contre lui. Nicolas Hulot, évidemment, mais là encore un peu plus controversé. Et Gérard Collomb quand même, et Gérard sur Collomb un aussi. Podium élargi à 5. Oui, populaire, en disant que voilà, il a fait quand même beaucoup de choses positives. Enfin voilà, il est apprécié, il est aimé, et toujours sur ce sujet de compétences qui était quand même la chose la plus étonnante qu'on pouvait constater. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 sociétés civiles sur 5. Ouais. Et les 4 premiers, c'est des sociétés civiles. Et en plus, quand on regardait les commentaires, c'était peu sur droite-gauche, c'était beaucoup sur compétences, pas compétences, parce que par contre, la personne qui était la plus attaquée, c'était Madame Goulard, et sur un sujet de compétences, où les internautes se posent la question de pourquoi. Pourquoi est-elle compétente à ce poste-là, enfin, voilà. Mais pas de sujet droite-gauche. Ce sont aussi, au-delà de l'image, des compétences, maintenant Cécile Cornudet, des ministres et un Premier ministre qui va devoir mouiller la chemise. Et mouiller la chemise, pourquoi? En vue des législatives. Alors il va y avoir des cas particuliers où on va avoir des ministres de droite, parce que ce sont encore des hommes de droite, qui vont aller dans des meetings soutenir des candidats de La République En Marche contre les candidats de leur ancien parti. Ça, on va le voir, ce cas de figure. Oui, on va tout voir. Parce que dans l'autre sens, on va voir ça aussi. On va voir des candidats LR qui vont faire campagne en disant qu'il faudra après soutenir En Marche, et des candidats LR qui diront non, il faudra juste peser, et d'autres qui diront il faudra s'opposer. On aura tous les cas de figure. Mais effectivement, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin vont devoir faire campagne pour En Marche. Ça a été très clairement dit hier en Conseil des ministres. Édouard Philippe aussi. Jacques Isabello, c'est quand même
Ça va être assez particulier, ça va être un moment à suivre, parce que ce sont des hommes de droite qui ont conservé quand même leurs convictions, qui rentrent sur un gouvernement et de droite et de gauche, mais qui vont devoir combattre leurs propres candidats. Alors, pour le Nini, déjà, rappelez-vous, on se creusait la tête, comme disait Daniel Kahneman, l'économiste, on disait il y a un système on décide tout seul, et puis il y en a un de système dans notre tête où il faut réfléchir. Le Nini, on avait besoin de beaucoup réfléchir. Et bien là, c'est encore pire. Et puis, parce que Manuel Valls a inventé un nouveau truc, il nous a inventé le grand bandeau en haut de l'affiche, majorité présidentielle. Donc là, on se dit, bon alors, tu n'es pas vraiment de ce côté-là, ni d'un autre, mais tu veux qu'on pense que tu vas soutenir le président. Donc les cas de figure vont être absolument incroyables. Et puis surtout, après, il va falloir choisir son groupe, Sonia, parce que tout ça, Cécile Cornudet travaille dans un grand journal économique, tout ça est une question d'argent à la fin. Vous êtes dans quel groupe, donc à qui on donne l'argent pour pouvoir promouvoir votre politique auprès des Français. Donc ça va être assez tonique à ce moment-là aussi. C'est un des grands arguments de François Baroin, effectivement, c'est de dire que tous ces ministres et premiers ministres qui ont rejoint le gouvernement vont être dans une grande difficulté. Ils vont être obligés d'aller sur le terrain pour soutenir contre leurs anciens amis des candidats. En fait, c'est peut-être quand même gérable, parce qu'il y a 577 élections législatives sur le territoire, et à mon avis, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin vont choisir très très précisément les endroits où ils iront, et Édouard Philippe n'ira pas dans les Hauts-de-Seine, par exemple, soutenir le candidat En Marche contre Gilles Boyer. Je suis prêt à prendre le pari. Ce serait vraiment très étonnant. On vous suit sur ce coup-là. On ne prend pas de pari sur ce coup-là. On est d'accord. Et donc, il est plus vraisemblable qu'il ira sans doute soutenir un candidat En Marche, là où le candidat de droite est... Et vous savez, Bruno Le Maire, il a sans doute plus de chances de gagner sa circonscription avec l'étiquette En Marche qu'avec l'étiquette LR. Donc ça aide à basculer rapidement. Ben voilà un candidat En Marche que le Premier ministre pourra aller soutenir, d'ailleurs, parce que Bruno Le Maire aura un candidat... les Républicains contre lui. Il sera investi qu'il a été sans doute aujourd'hui, qu'il sera demain. Alors, allez-y, Véronique. C'était juste que nous parlions des petits dangers, des premiers signes. La seule chose, autant tout était quand même globalement positif sur les réseaux, il y a juste ce sujet des législatives, qui d'abord est un sujet majeur, parce qu'il y avait plus de 600 000 messages rien que cette semaine. C'est beaucoup, 600 000. Oui, c'est beaucoup, alors qu'il y avait plein d'autres sujets, à commencer par le gouvernement, le Premier ministre, on était gâtés en sujet, donc voilà. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il se pose la question de pourquoi est-ce que des ministres, des gens qui viennent d'être nommés au gouvernement, se présentent aux législatives, et pourquoi est-ce que, en disant, enfin, on pouvait lire beaucoup sur les forums entre autres, mais si ça avait été décidé il y a longtemps, on aurait pu comprendre, mais ça vient d'être décidé. Entre autres, Marielle de Sarnez est un nom qui revenait souvent, mais pourquoi cette histoire? Alors après on dit, bah oui, mais s'il n'est pas élu, du coup il s'en ira, mais eux ils disent, mais il fallait juste pas être ministre ou pas se présenter, mais pourquoi mélanger ce truc? Ils ont raison, ils ont raison, mais il y a beaucoup de questions. Du coup ça lance... Pourquoi ils ont raison, non? Ils auraient pu attendre, lors de la clarification, ça va être le scrutin législatif. On aurait pu attendre ce moment-là. Oui, d'accord. Non, mais je pense dans la logique politique. Pourquoi est-ce que je prends un poste de ministre alors que je viens de dire que je vais me présenter aux législatives? Non, mais Bruno Le Maire, c'était... Non, mais en fait, après, je pose pas la question de pourquoi ils l'ont pas refusé. Mais ce qui est là, c'est ça peut disparaître très vite. L'état de la droite, parce qu'en ce moment, il se compte à droite, on se serre d'abord, il se serre les rangs, il tente de faire bonne figure. On va voir tout cela en détail avec Nelson Gutten, puis vous nous direz comment qualifier l'état du parti Les Républicains. Ce matin, ils sont arrivés ensemble à l'Élysée. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont avec le chef du gouvernement, les deux ministres issus des Républicains. Leur nomination à Bercy fait grincer des dents au sein du parti. Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, affirme dans un communiqué: les membres de notre famille politique qui ont choisi en nombre très réduit de rejoindre ce gouvernement ne font plus partie des Républicains. Une famille politique fracturée, mais qui a tenté d'afficher son unité ce matin. François Baroin et Alain Juppé se sont retrouvés à Pessac, près de Bordeaux, où les deux ténors du parti sont apparus presque complices. Fini les querelles de la primaire, les deux anciens chiraciens partagent la même analyse du nouveau gouvernement. Il y a certainement des gens de grande valeur que je ne connais pas, mais quand même, le retour éclatant de François Bayrou et du Modem, le retour éclatant d'anciens socialistes et de membres de cabinet ministériel de M. Hollande, plus les gens très engagés qui ne s'excusent pas d'être de gauche, pardonnez-moi, mais ce gouvernement, oui, il penche à gauche. Affaiblis par la nomination de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin au gouvernement, les Républicains n'ont qu'un objectif: montrer que eux seuls proposent un projet de droite pour les élections législatives. Je vais préciser qu'il y avait un peu d'ironie dans ce sujet en qualifiant la relation ou la rencontre entre Alain Juppé et François Baroin de complice.
hein, n'est-ce pas, Jacques Isabello, on peut le dire. C'est une inimitié de longue date qui est vraiment importante, mais là, ils ont dû faire bonne figure, justement. Ils font bonne figure. Alors, l'état des Républicains, je ne me risquerai pas parce que les qualificatifs seraient peut-être un peu outranciers. Je connais mes limites. En revanche, ce qui est intéressant, je trouve, ça a été la déclaration d'Alain Juppé lorsqu'Édouard Philippe a été désigné. Dans la déclaration d'Alain Juppé, il a dit le 18, si jamais c'est la catastrophe, je me laisserai plus ou moins le droit de remettre en question tout ça. Et moi, j'ai lu derrière ça qu'il a l'intention de faire payer à ceux qui, au lendemain de la révélation des affaires dites de Madame Fillon, le non-remplacement de Monsieur Fillon par Alain Juppé. Je pense qu'il ne l'a pas digéré et ça va se voir dans quelques mois. Et si jamais LR prend une raclée d'enfer, la déroute des Républicains sera 10 fois pire après le 18 juin. Il faudra véritablement mesurer ça. C'est, je pense, un indicateur important de mon point de vue. Et en attendant le 11 et le 18 juin, si on devait décrire quand même, Cécile Cornudet, de l'état de la droite, beaucoup disent déstabilisé, groggy, mais pas forcément totalement à terre. Par rapport au PS, elle va très très bien. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de fracture des Républicains, d'Emmanuel Macron faisant des gros débauchages. J'ai l'impression que ça aurait pu être pire et qu'il y a presque un ouf de soulagement aujourd'hui chez les Républicains de voir que finalement il n'y a que 2 ministres en plus d'Édouard Philippe qui sont rentrés parce que il y en avait beaucoup plus qui étaient prêts. Hein. C'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé des candidats, c'est parce que Emmanuel Macron a voulu limiter ça à ce moment-là. Mais en revanche, ce qu'il essaye de faire, c'est des signaux aux électeurs directement. Et de ce point de vue-là, le parti, on le sent, est complètement décontenancé. Ils ne savent pas quelle position tenir, parce qu'il y a une partie des candidats, ce que je vous disais, qui va faire campagne en disant il faudra soutenir derrière Emmanuel Macron. Et on voit le centre le centre du parti autour de François Baroin essaye de trouver en disant non, il faut défendre sur nos couleurs, mais sans parler de cohabitation, parce que c'est plus du tout dans l'air du temps, la bienveillance, revient dans la bouche de François Baroin, coexistence. Donc en gros, il faut voter pour les candidats LR pour peser sur la politique de Emmanuel Macron qu'on trouve quand même pas mal. Donc c'est quand même très très difficile. Vous nous direz, Véronique, c'est sur les réseaux sociaux, c'est perçu ainsi. Je ne sais pas comment les électeurs vont s'en sortir. Oui, ça peut encore se compliquer lorsqu'ils vont rentrer en campagne, parce que jusqu'à demain, vendredi 18h, date limite de dépôt des candidatures aux législatives, il y a une certaine réserve des uns et des autres, parce qu'il peut toujours y avoir des candidatures concurrentes, etc. À partir de vendredi, ils vont être complètement libres, et chacun dans sa circonscription de faire sa campagne. Moi, je ne serais pas du tout étonné qu'il y en ait beaucoup plus qu'on ne croit, qui soient dans une campagne assez macronienne des candidats LR. Et quant à l'état dans lequel ils sont, moi je crois que la grande difficulté, c'est que l'argument qu'ils ont, c'est de dire nous on a un projet, défendons-le. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Parce que le projet qu'ils ont, il n'a rien à voir avec le projet qu'ils ont défendu avec François Fillon. Ils se sont expliqués, ils l'ont amodié parce qu'il avait oublié les classes populaires, donc retour vers la baisse d'impôts. On est dans un projet de défense du pouvoir d'achat, alors qu'il était la priorité absolue de François Fillon, c'était la dette, les déficits. Il expliquait que la hausse de la TVA était un outil indispensable. Il expliquait que sortir des 35 heures, ça rendait impossible une restauration des heures supplémentaires défiscalisées. Tout ça a été balayé complètement. Du coup, c'est pas très crédible. Lorsqu'ils disent on a un projet, défendons-le, et puis pesons sur Macron, ce serait crédible si c'était vraiment leur projet, mais c'est pas leur projet, c'est même pas leur projet. Ils sont sabotés tout seuls et que c'est pas seulement l'effet Macron. En amodiant leur programme économique. Et en s'entendant pas sur une ligne claire. Et on voit bien qu'ils sont mal positionnés, parce que hier et avant-hier, ils disaient vous avez nommé un Premier ministre de droite, donc mettez donc une majorité de droite à l'Assemblée. En 2 jours, ça a totalement disparu. Ces éléments de langage-là ont été mesurés, on s'est dit ça va pas du tout, ça prend pas dans l'opinion, les gens ne comprennent pas, donc ils font des allers-retours et ils n'arrivent pas à trouver une cohérence leur permettant de partir en campagne. Ils auront peut-être gagné aujourd'hui quelques arguments avec justement l'intervention de Nicolas Hulot sur Fessenheim et Notre-Dame-des-Landes, qui sont un peu des chiffons rouges pour l'électorat de droite,
plus le MoDem qui a été extrêmement bien servi dans ce gouvernement, qui sont également des sujets qui peuvent stimuler un petit peu les électeurs de droite et leur donner envie peut-être de voter un peu pour les Républicains. Autre bonne nouvelle, vous savez, Emmanuel Macron avait laissé la carte des investitures un peu ouverte sur 148 pour permettre la bascule de candidats LR qui voudraient solliciter l'investiture En Marche. Il n'y en a pas, en fait, finalement. On fait aujourd'hui la bascule. Oui, il y en a pas, enfin, il y en a des cachés. Ceux qui vont se révéler à partir de vendredi soir. Et on va les surveiller. Véronique Reilsout, comment ça se passe cette situation sur les réseaux sociaux à l'intérieur de la droite? Je vous donne un exemple. Hier, sur ce plateau, à cette même heure, nous avions 2 parlementaires. À ma gauche, milité de droite, c'était Alain Joyandet, sénateur Les Républicains, Sarkozy, etc. Et puis à ma droite, Jean-Baptiste Lemoyne, c'était le premier parlementaire LR qui a rejoint Emmanuel Macron. Et ils avaient un dialogue assez, parfois, surréaliste, puisque l'un disait à l'autre qu'il était le vieux monde, et l'autre répliquait à celui qui était assis là, mais tu étais avec moi il y a quelques semaines. Donc, comment c'est vécu par les sympathisants, par les militants, par les électeurs de droite, tout ça? Alors, si on prend les internautes en général, on va dire qu'ils sont un peu perdus, mais ceux qui sont vraiment perdus, ce sont les militants et les sympathisants de droite qui, du coup, s'expriment très peu. D'habitude, c'est plutôt une catégorie assez volubile. Là, ils s'expriment peu parce qu'en fait, on sent bien qu'ils ne savent pas eux-mêmes que dire, que ces virements et revirements les laissent un peu pantois. Donc, la seule chose qu'ils disent, généralement, c'est qu'ils parlent local, ils parlent de leur candidat quand ils le connaissent et ils sont dans un combat local en disant ce sont les hommes, avant tout les hommes, le terrain. Nous verrons après, d'abord les hommes ou les femmes, enfin les candidats. C'est ça qui compte et ils se raccrochent à ça. Ce qui fait que d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que sur les réseaux sociaux, on peut regarder l'ultra local, c'est qu'on voit que ça va être un débat, même sur les réseaux, en local. En tout cas, ça ne fait pas des sympathisants très mobilisés. Ah ben non, forcément. Non. Mais revenons juste un mot sur le projet. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est François Cutoli, qui est un fidèle téléspectateur, qui vous dit, Alain Onfray, mais le projet des Républicains, il a été battu. Donc c'est normal qu'il le change, c'est faire preuve de pragmatisme. L'inverse aurait été... C'est pas tout à fait exact, parce que Laurent Wauquiez dit à qui veut l'entendre que si cette élection a été perdue par la droite, c'est uniquement parce que François Fillon... avant. Oui, mais il le dit encore aujourd'hui. Il était encore aujourd'hui. Il prétend que normalement la droite aurait dû que Macron, je pense qu'il se trompe, qu'Emmanuel Macron est un épiphénomène, qu'il a eu une chance inouïe, que normalement c'était la droite qui devait gagner avec son programme. Et donc, non, il ne dit pas ça. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Sauf quand même qu'après la primaire, on a bien vu que lorsqu'il a fallu passer à une campagne nationale, et non pas conquérir les 4 millions de votants, mais les 47 millions d'électeurs potentiels, on a vu qu'il y avait une espèce de zone molle, là. Quand il a fallu assumer ce programme extrêmement droitier, pour que Fillon dise à tout le monde « je compte, je suis très important », eh bien, on a vu qu'ils avaient un peu du mal à assumer ces 600 000 fonctionnaires. D'ailleurs, ils les ont réduits considérablement. Cette espèce de purge. Donc, ils ont eu peur que le projet soit leur talon d'Achille pour la suite. Et après, on n'a même pas eu le temps de mesurer à quel point le programme ne collait pas avec l'électorat, puisque le Penelope Gate est arrivé. Donc en fait, une actualité est venue en chasser une autre. Donc c'est vrai que votre auditeur, je comprends sa remarque en tout cas. Mais à droite, on trouve quelques arguments, Cécile Cornudet, parce qu'on moque la feuille de route du tout nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Pourquoi? Parce qu'à Bercy, il va devoir défendre l'augmentation de la CSG qu'il voulait baisser à tout prix en 2016 lorsqu'il était candidat à la primaire. On l'écoute. Je refuse toute, je dis bien toute, augmentation d'impôts. Je refuse la facilité de l'augmentation de la TVA de 2 ou 3 points qui va peser sur les ménages les plus modestes. Et je dépense 16 milliards d'euros pour baisser la CSG, la ramener de 7,5 à 6%. Vous savez que pour un salarié au niveau du SMIC, ça lui fera 250 euros de plus par an. Oui. Pour un couple avec un revenu moyen de 2 000 euros par personne, ça fera 1 000 euros de revenus de plus par an. Cécile Cornudet, on peut rejoindre quelqu'un pour... plein de raisons, parce qu'ils représentent, selon eux, le nouveau monde et la recomposition. Mais là, sur ces convictions, sur ces idées, normalement, on devrait ne pas évoluer. Il dit qu'il y a d'autres éléments, que le pays est très menacé par le Front National et qu'il faut que toutes les bonnes volontés travaillent ensemble. Ce qui est aujourd'hui, il a répondu à ça. Il dit, moi, je suis là pour mettre en place la politique d'Emmanuel Macron. Mais en tant que ministre de l'économie, quand il défendra la hausse de la CSG, si finalement elle est maintenue, il sera constamment confronté à ces déclarations d'avant. Donc ça, ce sera très compliqué. Oui, il l'aurait été si François Fillon avait gagné, puisque François Fillon lui a augmenté la TVA et qu'il était aussi
contre. Donc, je veux dire, le revirement, il a eu lieu pas maintenant, il a eu lieu déjà au moment de la finale de la primaire de la droite. Véronique Reichelt, est-ce que ces contradictions, cette forme de schizophrénie là vraiment sur les convictions et les projets, elle est relevée sur les réseaux sociaux? Comme on est au royaume du fact-checking, oui, c'est-à-dire chaque propos que vous avez, puis en plus les politiques aujourd'hui ne peuvent s'exprimer autrement qu'en faisant un tweet quoi qu'il arrive à tout moment, donc forcément ça ressort. Donc oui, ils se prennent constamment cette réalité-là, et puis dans tout débat, de toute façon, on peut aller se renseigner, on va chercher les chiffres, on peut comparer. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de raconter l'inverse et son contraire à quelques jours près, parce qu'on se le reprend forcément. Sans même parler des chaînes d'information en continu qui vont vous montrer. Mais en même temps, sur ces sujets économiques, on voit bien ressortir ce qu'on a reproché pendant la campagne de la droite. C'est-à-dire un catalogue de mesures extrêmement techniques, mais assez peu de vision. Alors, je vais oser le terme de vision strauss-kahnienne de l'économie, c'est-à-dire une vraie direction avec ce qu'a inventé d'un point de vue fiscal Dominique Strauss-Kahn. Mais cette espèce de vision, on voyait une espèce de catalogue fiscal, et on voyait pas où est-ce qu'il voulait emmener le pays. Donc, qui change en disant, finalement, je vais pas piquer l'argent avec la CSG, mais je vais le prendre là. C'est choquant d'un point de vue politique, mais d'un point de vue du fait que c'était pas véritablement une vision économique, c'est pas plus étonnant que ça. Je pense que jusqu'aux élections législatives, les ministres ne peuvent que dire on fera la politique d'Emmanuel Macron, parce que voilà, il y a le respect des promesses et tout ça est absolument sanctuarisé. Après, rien ne dit que dans les débats au sein du gouvernement, un Bruno Le Maire n'essaiera pas de peser pour que la CSG soit moins augmentée que prévu. Ça va être l'angle d'attaque de la droite, de son ancien parti, qui va faire que sur les impôts et la CSG. Donc, une autre histoire s'écrira après législative. Mais mis à part l'augmentation de la CSG pour En Marche et puis la baisse des impôts pour les Républicains, est-ce qu'il y a des différences importantes, profondes vraiment, entre les deux projets, les deux programmes? Il y a des différences de nature. C'est vrai que le projet des Républicains était beaucoup sur les économies et que Emmanuel Macron est beaucoup moins précis sur les économies. D'ailleurs, c'est un peu une critique de la droite de dire le ministère du Budget s'occupe également de la réforme de l'État et de la fonction publique, le fait de les traiter ensemble, avec en plus un ministre qui n'est pas très habitué, Gérald Darmanin, de ces sujets-là. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réforme de l'État? Donc ça c'est une question. Ça, il y a vraiment une vraie divergence. Beaucoup de sujets sur la table. On a parlé de la droite, on a parlé de la République En Marche. Il y a aussi les autres partis, évidemment, et ceux qui se rêvent, Alain Onfray, en premier opposant à Emmanuel Macron et à son équipe. D'abord, parlons de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, lui-même candidat aux législatives dans la 4e circonscription de Marseille. Alors, il joue gros également, Jean-Luc Mélenchon. Sur le papier, alors j'ai pas regardé d'ailleurs, on a eu des sondages d'intention de vote pour les législatives qui sont très favorables à Emmanuel Macron. J'ai pas regardé à gauche, mais il me semble c'était pas extraordinaire pour la France Insoumise. Et son code de popularité en plus a chuté considérablement depuis le fait qu'il n'ait pas choisi au deuxième tour. Et on a un Front National aussi qui vraisemblablement sera très en dessous de elle-même, Marine Le Pen, qui sera candidate donc aux législatives à Hénin-Beaumont. Là encore, il y a une logique. Quand on veut être première opposante, à mener quand même la principale bataille. En tout cas, pour essayer de répondre à votre question, l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, c'est essayer de prendre au Parti Socialiste définitivement la place de premier des opposants à gauche. C'est loin d'être gagné parce que les élections législatives, c'est 577 petites élections présidentielles avec des forces militantes, un parti. Alors c'est vrai que ça va pas très bien à gauche, mais enfin, ça risque quand même d'être beaucoup plus disputé que ça n'était en tout cas à la présidentielle, ça c'est sûr. Et puis le choix de Marseille est assez étonnant parce que n'importe qui a passé son CAP de politique... Excellent score quand même obtenu par Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un truc qu'on apprend en première année de CAP de politique, c'est de se dire que l'arc sud de la France, le premier argument, c'est de dire je suis là depuis 200 siècles. Si on n'est pas là depuis 200 siècles, on n'est pas légitime. Et vous l'avez vu, immédiatement, Menucci et Galli se sont réconciliés et ont dit nous sommes Marseillais avant tout. Jean-Luc Mélenchon qui commence à leur parler de la bouillabaisse de manière pas très agréable. Donc c'est vrai que s'il fait une entrée en campagne considérant qu'il a fait un beau score pour la présidentielle et que la projection va s'appliquer au niveau local et de reprendre cette arrogance qu'il avait gommée, il fait pour le coup une entrée en campagne qui est un petit peu maladroite
dans un pays où il faut dire je suis du coin avant de dire je suis intelligent ou je suis quelqu'un d'important. Il y a aussi la bataille. Oui, allez-y. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen vont profiter tous les deux du fait que LR et le PS vont faire des campagnes dont on parlait avec une partie défendant. Est-ce que c'est là le projet d'Emmanuel Macron finalement d'avoir finalement deux oppositions donc ils vont tous les deux dire on est la vraie opposition parce qu'à LR il y a des gens qui soutiennent Emmanuel Macron et au PS aussi. Véronique Reissout, sur ces deux opposants, Marine Le Pen, désormais, elle l'a dit ce soir, candidate, et Jean-Luc Mélenchon, quels sont les retours sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'ils ont écouté vos propos, parce que c'est à peu près ça, c'est que pour les internautes, ça semble assez clair qu'il va y avoir deux oppositions, parce que comme ils sont déjà en train de parler du terrain, pour eux, il va y avoir deux extrêmes. Par contre, ce qui est assez évident, c'est que pour chacun, surtout pour le Front National, c'est compliqué là encore, parce que les consignes ne sont pas très claires. Vous savez, sur le net, la fachosphère est très organisée. Elle a beaucoup souffert sur cette présidentielle, parce qu'elle a été séparée en deux. Il y avait les partisans de Philippot, les partisans de Marion. Marion étant partie, il n'y a plus qu'une seule jambe. En plus, pendant la campagne, Marine Le Pen a critiqué Marion Maréchal, donc ça n'a pas été très bien vécu. Donc en fait, ils sont un peu bancals. Donc pour attaquer une campagne avec une seule jambe, ça va être compliqué. Et puis en local, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas forcément autant d'expérience et de diatribe, donc c'est un peu compliqué là aussi. Pour conclure, même question en guise de conclusion à vous tous, Jacques Isabello. D'abord, on va beaucoup parler de ces législatives, ça va nous prendre les semaines qui viennent. Est-ce que ce sont, au-delà du fait qu'on donne une majorité ou pas au pouvoir qui est en place, ce sont des élections qui intéressent les Français de voter vraiment pour ces législatives? Et pourquoi on vote? Qu'est-ce qui motive un vote aux élections législatives? Depuis qu'on a mis les législatives au lendemain de l'élection présidentielle, le rôle de contrôle du gouvernement est un peu moins important. Donc c'est une validation de ce premier tour. Toutefois, les gens ont besoin de valider, je le dis une deuxième fois, l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un temps important parce que leurs représentants locaux, ils n'ont pas de mission locale, mais c'est leurs représentants au niveau national. Et là, ce qui est passionnant, c'est de voir que les forces traditionnelles ont explosé et peut-être, alors ça c'est un peu plus mon avis, de mesurer à quel point François Bayrou a fait un coup formidable et ne serait pas, au lendemain du 10 juin, la première force présente au gouvernement d'opposition à Emmanuel Macron s'il a beaucoup de députés. Et là, on pourra dire, c'est un peu, vous savez, le type qui avait le dernier jeton dans la poche et avant de sortir, il le met dans la machine à sous. Et là, bingo. Il a raflé le en tout cas, moi, je vais regarder. Politique. Cécile Cornudet, ça va être l'heure de vérité, parce que là, on parle beaucoup de recomposition, de décomposition. On verra vraiment quel sera l'état de ce paysage politique à ce moment-là, en réalité. Oui, tout à fait. Et en plus, je pense que elles sont plus que jamais déterminantes pour Emmanuel Macron. Parce que vous savez, une campagne présidentielle, normalement, ça sert à valider le projet, à légitimer le projet. Or là, on a tellement parlé des affaires. Et Emmanuel Macron, il a tellement été élu sur le rejet du politique, essentiellement sur ça, que son projet, il y a un doute, et c'est peut-être pour ça que les sondages ne sont pas aussi bons qu'il voudrait, et il doit les valider absolument. Et c'est pour ça que, plus que dans la présidentielle, là, il met vraiment carte sur table en disant on est européen, on est libéraux. Ce matin, Édouard Philippe à la radio a dit ce sera une politique libérale. Il a besoin de valider son projet, et donc par les législatives, pour avoir une légitimité pour agir après. Moment de vérité pour lui et moment de vérité, Alain Onfray, pour la droite, vraiment pour le parti Les Républicains. On va voir si l'hémorragie va vraiment s'accélérer et vraiment là, ça peut ouvrir les vannes. Et voir s'ils ont raison de prétendre que la victoire d'Emmanuel Macron était un accident de l'histoire ou une chance inouïe, etc. Et c'est vrai que cette élection a la valeur pour Emmanuel Macron de validation du résultat des premiers et deuxièmes tours de l'élection présidentielle. Véronique Reissout, une conclusion plus générale. Vous avez passé cette présidentielle, vous avez passé la nomination du Premier ministre, du gouvernement. Je crois que le record de tweets a été atteint cette année. C'était incroyable. C'était incroyable, surtout après pile la nomination, et dans le monde entier, c'était incroyable que des messages extrêmement positifs. On pouvait être fiers d'être français, on le disait partout, France is back. Mais après cette vision mondiale, on va revenir à l'ultra-local. Oui, on va voir ça avec beaucoup d'impartialité, surtout. Ont à nouveau une raison d'être arrogants. Là, c'est le Jackie Isabello. C'est l'américain du département. Merci pour ce débat et merci pour cette analyse. Et la suite de cette émission. On va rester sur la méthode Macron, qui est au centre de l'attention. Le président veut restaurer la sacralité qui entoure la fonction. Mais jusqu'où faut-il aller pour cela? Et jusqu'où faut-il aller dans ce côté qu'on a appelé Jupiter
fait rien. Et bien sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Jean-Pierre Mignard à Anne Levade. A tout de suite. C'est Blum! Si tu renonces, les fascistes auront gagné. Jaurès, lui, n'a jamais lâché. Mes amis, mes camarades, tenez entre vos mains le bel idéal socialiste. On a gagné. Quelle victoire. On doit revendiquer le gouvernement. Pourquoi on? Qui, sinon toi, peut diriger ce gouvernement? La situation nous échappe. Plus de 12 000 usines occupées. On risque la paralysie totale. Il faut que Blum prenne le pouvoir, sinon le pays risque l'asphyxie. Je serai votre chef. L'histoire en a décidé ainsi. Thérèse et Léon, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Blois, 47 000 habitants. C'est ici que nous avons choisi de poser notre caméra pour l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle 2017. Pendant 2 semaines, nous avons suivi plusieurs électeurs. Qu'il soit au deuxième tour, on n'en a jamais douté. J'attends du changement, j'attends la suite. On défend une idéologie démocratique et on ne défend pas une idéologie haineuse et des... On n'est pas des haineux. Messieurs, dames, dimanche, votre choix pour dimanche. Je voterai Macron au deuxième tour, bien sûr. Macron sera élu, mais sans ma voix. Je m'en voudrais si Marine Le Pen passe présidente et que je me suis abstenu ou que j'ai voté blanc. Bien sûr qu'on a peur de l'abstention, puisqu'encore une fois, une partie des électeurs soit voteront blanc, soit s'abstiendront. Présidentielle en action, demain à 17h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct. C'est votre émission On va plus loin pour évoquer et tenter d'appréhender la méthode Macron. Le chef de l'État veut une présidence de rupture avec ses prédécesseurs, mais jusqu'où va-t-il aller? Et quelle est sa méthode pour gérer ses équipes? On va en parler avec nos invités ce soir. Anne Levade, bonsoir. Juriste, professeur de droit public. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Avocat, toujours proche d'Emmanuel Macron. Avant d'analyser cette méthode Macron, je vous propose de revenir bien sur cette méthode, cette mécanique telle qu'elle a été définie aujourd'hui par le nouveau porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. On l'écoute sur ce sujet. Il a rappelé que le président était celui qui devait fixer la stratégie. Il a rappelé qu'il entendait assumer pleinement toutes les prérogatives constitutionnelles qui lui appartiennent. Mais qu'au fond, son rôle doit être celui de donner un cap, un sens, de tenir les équilibres de nos institutions. Et il a réaffirmé la nécessité de défendre la dignité de nos institutions. J'en suis le garant, nous a-t-il dit. Et là-dessus, je serai intraitable, a-t-il rappelé. Il veut aussi un Premier ministre qui arbitre. Et il l'a rappelé comme une règle pour tous. Le Premier ministre est dans son rôle. Le long terme est à l'Élysée. Les arbitrages quotidiens ou du moyen terme sont faits à Matignon. Il sera intraitable et avec un triptyque, Jean-Pierre Mignard, fidélité, loyauté, confidentialité. Et sur la fidélité, ça ne se décrète pas. Non, ça se constate. Ça se construit. Voilà. Ça se construit, ça se constate. Et si elle manque, on la sanctionne. Voilà. Est-ce que c'est une rupture que vous voyez? Elle nous paraît claire quand même, ouais. Même si c'est sous-entendu avec le précédent quinquennat et même les précédents quinquennats. Oui. Dans les précédents quinquennats, lorsqu'on manquait à la fidélité, quelquefois on était sanctionné quand même. Il y a un moment donné où l'accord doit se manifester. Si on manque à ce qui est, je veux dire, la base de l'accord, la solidité de l'action gouvernementale, comment est-il possible pour le président de la République de ne pas se défaire? Je pense ça, c'est une logique absolue. Alors peut-être sera-t-il, vraisemblablement c'est ce qu'il annonce, beaucoup plus strict sur les conditions de la fidélité, sur les modalités de la vérification. Et pourquoi, selon vous, Anne Levade, ça a l'air de le travailler tellement? C'est ce qu'il a vu de l'intérieur de la machine du quinquennat François Hollande et de ses premiers pas? Alors, il y a peut-être l'expérience, ça lui seul pourrait le dire, et effectivement la manière dont il a vécu les choses dans les différentes fonctions qu'il a exercées auprès de François Hollande. Moi, j'ai surtout le sentiment que, de ce point de vue-là, c'est pas tant une rupture que un retour, j'allais dire, à la version originelle des institutions. Les termes sont intéressants, et dans ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, il y en a un presque en juriste qui m'a fait réagir, c'est qu'il a dit le président fixe le cap, ça on est tout à fait dans la logique de la Ve République, version 1959.
1958 et j'allais dire jusqu'en 2007 ou à peu près, c'est-à-dire à un moment où Nicolas Sarkozy puis François Hollande décident d'aller au-delà de la détermination du cap et chacun à sa manière d'entrer davantage dans des questions plus concrètes et de détails. En revanche, il a dit le Premier ministre est là pour arbitrer et l'article 5 de la Constitution nous dit que c'est le président de la République qui arbitre. Ça a d'ailleurs donné lieu à de longues études sur ce mot et la fonction présidentielle. Mais ce qui me semble surtout intéressant, c'est la volonté de revenir à ce qui est l'essence d'un régime parlementaire, parce que là aussi on dit beaucoup de bêtises, mais notre régime est d'abord un régime parlementaire. Il y a la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, dès que la Chambre sera élue, il y a le droit de dissolution, et cette idée que le noyau même du régime parlementaire, c'est la solidarité du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement est une équipe, qui travaille effectivement sous l'autorité du Premier ministre. Et donc, il y a une forme de devoir de fidélité, mais qui ne doit pas être analysée comme une fidélité, j'allais dire, individuelle d'un homme à un autre. Et évidemment, le caractère très composite de cette équipe gouvernementale suppose, me semble-t-il, parce qu'en plus, il y a au milieu, au-delà même des idées, des fortes personnalités, suppose quand même de rappeler comment fonctionne le système. C'est-à-dire, d'une certaine manière, en acceptant d'être membre du gouvernement, ils ont accepté ce contrat avec le président de la République. C'est presque un retour normal à l'essence même et à la nature, à l'ADN de la Ve République. Oui, avec quand même un sérieux bémol. C'est que s'il y a des rappels aussi stricts de la part d'Emmanuel Macron, c'est parce que, comme vient de le dire Anne, c'est des gens qui viennent de multiples sensibilités politiques ou de courants politiques français. Donc déjà, on ignore tout de leurs relations personnelles, même si les gens prennent l'habitude de s'embrasser dorénavant au moment où ils rentrent dans un ministère, au moment où ils le quittent. Donc tant mieux, les rapports sont plus humains, plus civilisés, mais il y a plusieurs sensibilités politiques, de gens qui s'affrontaient encore hier, d'où en effet se pose la question, même maintenant peut-être, de la cohérence politique et de la cohésion politique. C'est pour ça que dans un premier temps du moins, il y a comme des rappels à des principes de vertu, loyauté, fidélité, solidarité, en attendant ce qui est essentiel, et qui, à mon avis, sera une des conditions de la réussite de ce quinquennat, c'est-à-dire une dynamique. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que les gens restent « je suis du sang, je suis de droite, je suis de gauche ». Les identités de départ ne peuvent pas continuellement identifier les personnes. Alors il faut les gommer, il faut avoir non, mais ma chère Sonia, il faut aller, vous voyez, l'Ancien Testament le dit, il faut aller traverser le désert et chercher Canaan. On ne peut pas rester prisonnier dans la maison d'Égypte. C'est la même chose. On ne peut pas rester prisonnier de ses identités premières. Sinon, et si l'on ne crée pas une dynamique et autre chose, en réalité, on aura ce que Emmanuel Macron redoute et ne veut pas, une mini-coalition de sensibilité politique. Donc il faut que les gens acceptent de dire ensemble, venant de là où nous sommes, nous allons construire autre chose. Ça peut être, par exemple, sur le plan du parti, un grand parti démocrate, où en effet toutes ces sensibilités se retrouvent à l'intérieur d'un même mouvement. Mais je crois que nous vivons en effet une période de transition et qu'il faudra qu'un jour une sanction soit donnée à cette transition. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il veut éviter, Anne Levat peut-être, des sortes de mini-cohabitations à l'intérieur de son gouvernement. Elle serait possible, tant il y a de convictions différentes, d'horizons différents. Alors, je pense d'abord qu'il y a deux temps différents. Il y a le moment dans lequel on est, qui est évidemment un moment clé, parce que la première étape, et j'allais dire le premier obstacle à franchir, c'est les législatives. C'est-à-dire, on ne peut pas se placer dans une logique de coalition avant de savoir ce que sera la composition de l'Assemblée nationale. Parce que ce serait déjà un aveu d'échec. Et que, il me semble, et je suis d'accord avec ce que dit Jean-Pierre, que là, l'enjeu, c'est bien de dire à chacun, vous n'êtes pas là en tant qu'individualité, et c'est pas pour faire un coup personnel que vous êtes présent dans le gouvernement. On pense que vous êtes capable de travailler ensemble, et donc il faut effectivement que chacun soit capable à la fois de générer et de se tenir à cette dynamique-là. Pourquoi ? Parce que le deuxième temps, et le gouvernement qui n'est pas encore responsable devant l'Assemblée, puisque cette Assemblée n'est pas en ce moment en fonction, mais peut être responsable de l'échec des législatives. Oui. Et c'est à ce gouvernement d'arriver à démontrer que cette nouvelle manière de gouverner, puisque c'est ça le défi que se lance et lance aux Français en quelque sorte Emmanuel Macron, est tenable. Donc c'est vrai que les premières semaines sont déterminantes. Soit ce gouvernement est crédible, et auquel cas il y a toutes les raisons d'imaginer qu'il puisse y avoir une majorité de soutien, soit ce gouvernement
d'un seul coup explose en vol, où on a tel ou tel qui a un comportement qui n'est pas conforme, j'allais dire, à la ligne. Et à ce moment-là, effectivement, il sera sans doute responsable. Ce qui n'est pas à exclure, parce que le défi de la cohésion, c'est un pari, avec autant de personnalités différentes. Oui, c'est un pari. Mais enfin, ces personnalités se retrouvent là d'abord parce qu'elles l'ont bien voulu. Donc personne ne les y a contraints. Deuxièmement, elles se sont soudées à des moments différents et à des séquences différentes autour de deux points majeurs. La personne du président de la République, qui est celui qui a pris la responsabilité qui a été la sienne et qui l'a amené à la victoire, et les Français à faire les choix successifs qui ont été les leurs. Et deuxièmement, le projet autour duquel, le livre d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des fragments de doctrine, son livre, Révolution, et puis il y a le projet. Donc, il va falloir que ces personnalités, qui sont toutes des personnalités qui ont une histoire politique, c'est pas seulement des problèmes de psychologie ou de caractère. C'est des gens, regardez, il y a des gens qui viennent de la démocratie chrétienne, des gens qui viennent du socialisme, des gens qui viennent du gaullisme, des gens. C'est un patchwork, oui. Des gens qui sont des démocrates de la société civile. Donc il va bien falloir ensuite, on ne pourra pas, malgré l'immense respect et affection que je lui porte, vivre autour de la personne du président de la République. Et puis, il va falloir bien que ces personnes, à leur tour, s'unissent, trouvent entre elles-mêmes des éléments de cohésion. C'est vrai d'ailleurs peut-être pour un jour un grand parti politique à fonder. Donc il y a une doctrine du projet, il y a une doctrine de la démocratie en mouvement, il y a une doctrine de la République en marche, et donc il doit hybrider ce que l'ensemble de cela et celle-là représentent. Moi, je voudrais ajouter deux choses. Il y a une chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas forcément. C'est aussi qu'il y a très peu des membres de ce gouvernement qui ont une expérience gouvernementale. C'est exact. La plupart ont effectivement une histoire politique. Pour ceux qui ne sont pas issus de la société civile, et même certains de ceux qui sont issus de la société civile ont quand même une histoire politique. Et du coup, c'est vrai que c'est pas complètement inutile de faire un peu de pédagogie, et c'est pas du tout leur faire injure que de leur rappeler que c'est pas exactement la même configuration quand on est membre du gouvernement que quand on a l'expérience politique très diversifiée qu'ils peuvent avoir. La deuxième chose, en revanche, c'est, et Jean-Pierre l'a dit à 2 reprises, l'idée de ce grand nouveau parti. Alors là, moi, je suis plus dubitative au sens où, d'abord, je ne sais pas ce que vont devenir les partis de manière générale, et je crois que l'expérience des dernières semaines le montre. Après, c'est vrai qu'il y a une chose qui est assez peu dite, me semble-t-il. On l'a bien vu les derniers jours. Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il est la seule opposition crédible puisque la droite rejoint le gouvernement. Marine Le Pen, qui avait un tout petit peu disparu sans doute sous le choc de l'échec du 2e tour, semble, puisqu'elle a annoncé qu'elle serait finalement candidate aux législatives, ce dont peut douter, semble reprendre, si j'ose dire, du poil de la bête. Et c'est vrai que l'idée que les 2 seules oppositions soient soit le Front National, soit la France Insoumise, c'est quand même un petit peu préoccupant. Donc de ce point de vue-là, l'idée d'un immense parti qui serait une espèce de coalition incarnée et qui ferait disparaître tous ces clivages-là peut être un peu inquiétante, j'allais dire, y compris dans une... C'est l'un des arguments de la droite et du Parti socialiste qui veut dire, regardez le projet d'Emmanuel Macron, il veut annihiler, il veut anesthésier l'opposition pour qu'il y ait ces 2 extrêmes. Ça, on peut dire que c'est leur fonctionnement et leur absence de projet qui avait depuis longtemps anesthésié la vie démocratique. Mais ils contribuent quand même en matière d'anesthésie, c'était très fort. À planter peut-être le dernier clou dans le cercueil. Ah oui, bon, attendez, on ne va pas non plus dire de celui qui a ressuscité que c'est celui qui plante le clou dans le cercueil. Je parle des autres partis. Les autres partis. Alors les autres partis, de toute façon, ils sont en grande difficulté. On le voit, c'est pire qu'en grande difficulté. Je veux bien que l'on dise, c'est très important que nous restions ce que nous sommes, aussi faibles que nous sommes, car nous allons constituer des remparts. Personne ne croit plus aujourd'hui que ni le Parti socialiste, ni les Républicains tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec des divergences de lignes politiques, moi je méprise personne, mais avec des divergences politiques, soit un rempart de quoi que ce soit. Alors il y en a des divergences de lignes dans ce gouvernement, Jean-Pierre Mignot. Oui, mais enfin, sauf qu'à la grande différence, ces divergences de lignes, ces divergences de personnalités ont accepté de se regrouper. C'est ça l'événement politique que nous vivons. Et c'est ça qui est en effet tout à fait, le mot est quelquefois un peu grandiloquent, mais historique dans l'histoire de la Ve République. Puisque dans la Ve République, il n'y avait plus de coalition des centres. Là, les centres ont décidé de désobéir, de transgresser, et les centres ont décidé de se coaliser. Oui, soyons clairs, moi je ne pense pas que le dessein d'Emmanuel Macron, c'est d'annihiler les partis politiques. Mais il s'annihile tout seul. D'accord, ils vont déjà pas très bien. Et je lui fais crédit de ce que son dessein, me semble-t-il, c'est de gouverner le pays, ce qui est un peu plus ambitieux que de vouloir s'occuper des partis politiques. Enfin, oui, mais je pense les présidents et des tactiques politiques, soyons pas complètement... Non ? Certes, enfin là, dans un premier temps, il me semble que sa priorité n'est pas celle-là. En revanche, je pense que l'effet
effectivement, la dynamique qu'il est en train de créer peut être celui-ci. Alors, entièrement d'accord. Les partis, je ne sais pas s'ils doivent rester ce qu'ils sont et leur mode de fonctionnement, certainement pas. Ça, je pense que c'est l'enjeu majeur des prochaines années que de revivifier les familles politiques qu'ils peuvent représenter. Vous dites revivifier. Est-ce qu'on n'est pas un peu injuste avec eux, avec elles, ces structures, parce qu'elles ont aussi un renouvellement. Quand je suis allée voir la liste des Républicains ou du Parti Socialiste, il y a un renouvellement, il y a de la parité, il y a des gens plus jeunes. Le renouvellement, c'est pas une question de personne. Oui, c'est pas une question de personne. Je pense, je vais prendre le cas des Républicains, qui est ce que pour les avoir un peu pratiqués et vu à la haute autorité. Je crois que l'UMP, en plus c'est une histoire particulière. L'UMP s'est construite le 22 avril 2002, au lendemain du séisme du premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Et l'idée, ça a été de souder les rangs, de souder les forces pour faire obstacle à Jean-Marie Le Pen. Idée parfaitement louable et qui a réussi. Simplement, le sentiment que j'ai, et encore une fois, c'est pas une critique, c'est un constat, le sentiment que j'ai, c'est que d'une certaine manière, ils en sont restés là. Comme effectivement, ça a marché en 2002, qu'ensuite Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, parce que ça correspondait à un programme qu'il avait mené, etc. En réalité, il n'y a pas vraiment eu de réflexion, j'allais dire, sur les idées. Et le Parti socialiste, pour d'autres raisons, qui tiennent au courant, etc., je crois, est dans la même situation. Donc, c'est pas très étonnant qu'il y ait une espèce de dispersion avec un certain nombre de gens qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de débat en interne. Emmanuel Macron l'a anticipé, l'a accompagné, cette recomposition ou décomposition, finalement. Il ne l'a pas provoqué ou créé lui-même. Ah non, pas du tout. Non, je pense qu'il a parfaitement compris que si elle se poursuivait, en effet, les menaces politiques venant de partis extrêmes rendraient peut-être la situation ingouvernable. Mais il y a aussi une grande caractéristique dans l'ensemble de ces personnes, c'est qu'elles sont toutes attachées à un point capital qui est en effet le patrimoine européen de la politique française. Et ça, c'est considérable. C'est-à-dire que là où LR, là où le PS se divisait constamment sur la politique à avoir vis-à-vis de l'Union européenne, ce qui était déjà la marque d'une certaine gangrène, d'une part dans leur rang, de ce que les forces extrêmes pouvaient porter, il y a eu là une idée géniale qui a été de coaliser ceux qui pensaient que, décidément, l'Europe, même à changer, même à modifier, même à critiquer, devait rester ce que donne cette coalition, ce qu'elle était. Mais il y a un facteur qui peut être important. Il y a du fond, c'est pas seulement des personnalités. Et il y a, Jean-Pierre Mignard, la chance. Et oui, ça compte, l'alignement des planètes, c'est ce que disait Napoléon quand il s'agissait de choisir un général. Mais dites-moi s'il a de la chance, dans ce cas-là, je pourrais le choisir. Est-ce qu'il y a un facteur chance, alignement des planètes? On l'a dit, il y a une recomposition qui est à l'œuvre et sur laquelle il est en train de surfer. Il y a aussi des indicateurs économiques qui sont, même si les Français, pour certains, souffrent beaucoup, mais qui sont en train de passer au vert. Est-ce qu'ils pourraient accompagner cette tendance et pouvoir ensuite s'en prévaloir, finalement? Oui, enfin, je veux dire, le bon candidat au bon moment, le bon président à l'instant T. Oui, mais enfin, c'est pas le bon moment, l'ascenseur vient, les portes s'ouvrent et je prends l'ascenseur. Non, il y a quand même un choix, il y a quand même un goût de l'action, il y a une audace, parce que après tout, des dizaines de responsables politiques auraient pu prendre les mêmes responsabilités qu'il a prises. Aucun ne les a pris. Donc là où nous ne sommes plus dans un facteur chance, mais un facteur personnel, qui est un facteur de tempérament, c'est le sien, parce que c'est lui qui décide, et c'est pas un autre. Tempérament, il va en falloir, parce qu'il n'y a aucun état de grâce. C'est assez frappant quand on voit les enquêtes d'opinion sur la cote de confiance des présidents. Alors elle est depuis quelques années assez faible, et celle d'Emmanuel Macron est particulièrement faible. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est 5 points ou 6 points de moins que Nicolas Sarkozy ou François Hollande au premier tour. À la même époque, ouais. Voilà. Mais je crois que ça correspond à l'état d'esprit. Vous relativisez. Vous êtes méchante. Ah non, je pose des questions équilibrées. Non, mais je crois que ça correspond à l'état d'esprit général des Français à l'égard de la politique. On l'a beaucoup dit tout au long de cette campagne. Il y a ce sentiment diffus, mais très largement partagé, j'allais dire, à tous les bouts de l'échiquier politique, qu'ils n'y croient plus. C'est-à-dire, ils ne croient plus que leurs gouvernants peuvent obtenir des résultats, parce qu'effectivement, depuis plusieurs mandats, ils n'en ont pas vu, ou en tout cas, ils n'en ont pas ressenti. Soit de manière générale, et c'est là, effectivement, l'élément indicateur macroéconomique, soit à titre individuel, parce qu'il y a aussi cette lecture beaucoup plus individuelle, c'est-à-dire, oui, très bien, on me dit qu'il y a moins de chômage, mais moi, en attendant, je ne trouve pas de travail, ou mes enfants n'en trouvent pas. Donc, je crois que cet état d'esprit-là, il ne peut pas, d'un coup de baguette magique, se transformer. Peut-être aussi que ça explique
j'allais dire, paradoxalement, le succès du mouvement En Marche, c'est-à-dire l'idée qu'un certain nombre de citoyens qui n'étaient pas engagés en politique veulent s'y engager en se disant on ne peut pas laisser les choses se déliter comme ça et je veux y aller. Et évidemment, ça fait peser une très lourde responsabilité sur l'équipe qui va gouverner le pays les 5 ans qui viennent. Pas le droit à l'échec, d'autant plus qu'on verra qui va être les opposants à Emmanuel Macron. Si ce sont les extrêmes, comme on dit, ce sera une lourde responsabilité. Ce n'est pas être méchant de dire ça. Non, c'est lucide, vous avez raison, tout le monde en a conscience. Quant aux 45% de Français, on était, et je veux dire, on commence peut-être à voir une éclaircie avec le résultat, on était dans une situation de très grave crise politique. Enfin, on était vraiment, c'était quand même inquiétant comme peut-être jamais depuis 58 quand même. Donc qu'aujourd'hui, il y ait 45% des Français qui fassent confiance à Emmanuel Macron, c'est très important au regard de l'ampleur de la crise politique. Beaucoup d'autres peuvent être sceptiques, sont encore dans l'attente, dans l'inquiétude. Et d'ailleurs, si lui-même insiste sur des mots qui peuvent paraître fermes et faire marque d'une autorité importante, c'est que nous n'en sommes pas sortis. Nous nous sommes donné les moyens pour tenter d'en sortir, mais la crise, ce qui se passait dans la tête des personnes, l'inquiétude, la peur, la colère, et puis quelquefois les désirs de violence qu'il y avait, ne sont pas partis comme ça miraculeusement. Donc, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, vous avez insisté sur l'autorité. Et il y a un réel besoin d'autorité, on l'a souvent vu dans les sondages pour les Français, mais jusqu'où peut aller cette autorité? Je voulais vous faire réagir parce que vous êtes deux personnalités vous êtes attachées au droit et vous êtes attachées à la liberté, notamment la liberté de la presse. Il y a eu cette lettre ouverte au président Emmanuel Macron, on va la voir, qui a été co-signée par plusieurs rédactions à la veille de son voyage au Mali. Et voilà, il n'appartient en aucun cas à l'Élysée de choisir ceux d'entre nous qui ont le droit ou non de couvrir un déplacement. Alors, c'est peut-être les premiers jours, Jean-Pierre Munière, il y a une inquiétude de la presse, elle est d'autant plus, j'allais dire, déroutante qu'on ne l'attendait pas de la part peut-être de ce président-là. Autorité, oui, verrouillage, ce serait mal compris. Non, il va falloir trouver la juste place de ce qui est l'autorité et d'autre part de la vie démocratique avec ce qu'elle peut avoir de surprenant, d'irascible, d'imprévisible, parce que ça, c'est la vie. Et les journalistes, c'est cela. Donc il faut accepter la vie telle qu'elle est, et la vie vieillesse des journalistes tels qu'ils sont, parce que c'est en effet un des piliers. C'est un pilier de la démocratie, je veux dire, sur ce point. Vous savez ce que disait Thomas Jefferson, s'il devait choisir entre une administration et des journalistes pour fonder un État, je préférerais la presse. Oui, moi je mettrais pas ça derrière l'idée d'autorité. D'abord, parce que ce mot d'autorité, c'est un peu un mot valise. Vous avez raison, dans les enquêtes d'opinion, on en parle, mais il y a peut-être pas assez de place dans l'avion aussi. Non. Attendez. Finalement, tout ça a des significations assez différentes, je pense, y compris dans l'esprit des Français. Moi, de mon point de vue, c'est évidemment très maladroit, ou alors en tout cas, ça a été très mal compris. Je mets ça en relation avec ce qu'on a vécu quand même les dernières 48 heures, enfin pas tout à fait les dernières, mais lundi et mardi avec toutes les chaînes info qui avaient le regard braqué sur des micros qui étaient plantés sur des marches d'escalier où rien ne se passait, et en disant mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça va pas, maintenant c'est dans 24 heures. Bon. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, rappeler que les institutions ne sont pas tributaires de leur médiatisation, je pense que ça participe de ce que l'on a dit sur le travail gouvernemental, etc. Alors peut-être que sur cette lancée-là, effectivement, il y a eu une petite annonce un peu excessive et, de mon point de vue, maladroite. Merci en tous les cas pour vos analyses toujours pertinentes dans ce match des idées. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le grand entretien, mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Emmanuel Macron a présidé son premier conseil de défense du quinquennat, entouré de ses ministres régaliens. La réunion intervient après une conversation téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le chef de l'État se rendra dès demain au Sahel pour une visite auprès des troupes françaises, un engagement qu'il avait pris avant son élection. Marine Le Pen. Oui, je serai candidate dans ma circonscription de Hénin-Beaumont. Je n'imaginais pas de ne pas être à la tête de mes troupes dans une bataille que je considère comme fondamentale. Il faut à l'évidence des députés qui soient sans complaisance et qui défendent les intérêts des Français, qui défendent les intérêts de la France.
Et la meilleure assurance pour les Français, c'est évidemment d'avoir des députés du Front National qui, eux, ne sont pas dans des négociations quelconques avec le gouvernement actuel. Élection. Après avoir jeté l'éponge hier, Daniel Vaillant sera bien candidat à sa propre succession dans la 17e circonscription de Paris. Le député socialiste souhaite inscrire sa candidature dans la majorité présidentielle. Jean-Paul Delevoye, président du comité d'investiture d'En Marche, avait annoncé hier que cette circonscription était encore en débat. Justice. Bernard Tapie devra rembourser 404 millions d'euros, une somme obtenue suite à un arbitrage frauduleux entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais. Il est reproché à Bernard Tapie d'avoir entretenu des liens avec les arbitres chargés de trancher le litige. La Cour de cassation avait validé en 2016 l'annulation de cet arbitrage. Chômage. Le taux de chômage passe sous la barre des 10% à 9,6%, une première depuis le deuxième trimestre de 2012. Une diminution qui profite aux jeunes, moins 1,5% de chômeurs sur le premier trimestre de l'année. Les 25-49 ans profitent également de la décrue, moins 0,4% de personnes sans emploi. Une baisse du chômage saluée notamment par le nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mon invitée ce soir est journaliste. Elle est rédactrice en chef politique à Marianne et co-auteure de ce livre remarqué, L'irrésistible ascension, les dessous d'une présidentielle insensée. C'est chez Flammarion. Bonsoir et bienvenue, Swazit Kemener. Bonsoir, Sonia. Alors, on va plonger dans votre livre, mais d'abord, l'actualité. Et d'ailleurs, c'est lié à la campagne que vous avez analysée et scrutée. Ce sont ces premiers éléments, ce triptyque dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la loyauté, la solidarité, la confidentialité. Est-ce que ces points-là, vous qui avez vraiment vu de très près la campagne, on pouvait déjà les deviner? On devinait déjà qu'Emmanuel Macron voulait, c'est ce qu'on écrit dans le livre, être un chef. Et être un chef, pour lui, c'est rompre avec le quinquennat précédent, avec les quinquennats précédents, les travers des deux quinquennats précédents, à la fois celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande. Donc il veut montrer cette rupture nette. Il y a une rupture aussi dans la campagne, puisqu'évidemment, il redessine un paysage politique, mais il y a aussi une rupture, on le voit, dans sa pratique du pouvoir. C'est très net, hein, depuis lundi, vous le voyez bien, même dans ce que vous évoquiez à l'instant, dans la distance qu'il veut instaurer vis-à-vis des journalistes, mais aussi la façon dont on voit que les ministres vont être tenus, la façon dont il prépare son paysage politique en montrant, par exemple, à la droite qu'il est en voie de prendre le pouvoir, en tout cas sur ce camp-là, en tout cas de décider ce qui va advenir de ce camp. Donc on voit bien, il s'installe dans une posture toute puissante, qui est un peu celle finalement du président de la Ve République. Hein, vous vous souvenez, François Mitterrand disait un président de la Ve République, il a beaucoup plus de pouvoir que tous les autres chefs d'État des démocraties occidentales, mais beaucoup moins qu'on ne l'imagine. Mais il y a deux facettes, Swazit Kemener. Vous avez dû voir ce documentaire sur TF1 où vraiment une caméra était au cœur de cette campagne. On voyait presque une start-up électorale joyeuse, bienveillante avec Emmanuel Macron, qui parfois était tranchant, mais qui était plutôt dans l'empathie. Il y a ce côté à la fois dans l'empathie, un côté très tranché, tranchant, à vif. Oui, alors il y a à la fois cette horizontalité, donc voilà, on a vu cette troupe de start-upers qu'on voit très bien dans ce documentaire. Alors un documentaire effectivement qui a été autorisé par Emmanuel Macron, on peut imaginer que les images, même s'il ne les a pas choisies, c'est des images qu'il a suscitées ou voulu montrer en tout cas. Donc ça c'est la première chose. Et effectivement cette verticalité, alors qu'on peut lire dans le parcours fulgurant de ce jeune homme de ce jeune président qui a aujourd'hui 39 ans, mais la volonté justement d'être un chef, de trancher et de s'installer à plein dans les institutions de la Ve République. Alors dans votre livre, vous racontez vraiment le cœur de la mécanique, du réacteur de la campagne. Et sur l'homme, vous dites qu'il y a un mystère. Mais Swazit Kemener, on commence à le comprendre, à le connaître, et à le comprendre peut-être pas, mais à le connaître quand on voit le nombre de unes qui lui ont été consacrées. Est-ce qu'on a déjà vu un responsable politique, peut-être à l'époque Nicolas Sarkozy, d'ailleurs on peut le comparer, avec autant de unes de journaux? Encore cette semaine, on va voir la une de Paris Match. Ce qui est particulier, c'est qu'il a surgi dans le paysage politique. Nicolas Sarkozy, finalement, on a vu sa progression. C'était le plus jeune maire de France, maire de Neuilly. Il avait commencé à écrire son épopée en ravissant la mairie de Neuilly à Charles Pasqua, etc. Donc toute l'histoire était racontée et connue. Tandis que là, Emmanuel Macron apparaît comme un novice,
comme un nouveau, comme un débutant. Et c'est ça qui frappe. D'ailleurs, c'est la percussion, finalement, entre cette image qu'on peut avoir de lui, de jeune nouveau arrivé dans le paysage politique français, et en même temps la maîtrise, le métier qu'il peut avoir. Presque habile tacticien de la politique quand on voit aujourd'hui les répercussions sur tout le paysage politique, même si on rappelle souvent qu'il a accompagné ce mouvement peut-être de recomposition, de décomposition, mais en fait, il en joue, alors qu'il ne fait pas de la politique depuis alors, ce qu'il faut longtemps. Vous avez raison. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il a étudié, pardonnez-moi, la philosophie, il s'est intéressé à Machiavel, au prince de Machiavel. Donc, ce n'est pas un tacticien de la politique comme pouvaient l'être François Hollande et Nicolas Sarkozy, hein, qui bâtissaient finalement des petites tactiques à court terme et qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs, puisque ni l'un ni l'autre, un n'a pas pu être réélu et l'autre n'a même pas pu se représenter. Lui, il joue plutôt la stratégie. Regardez par exemple dans la composition de son gouvernement. Alors, si on regarde par exemple, il y a 3 ministres de droite, d'accord, mais il y a aussi ce ministre de l'Éducation nationale qui est finalement très lié à la droite puisqu'il a été numéro 2 du ministère pendant les années Luc Châtel. Donc ça pose un problème très net à la droite. Et puis on a de l'autre côté Michel Pénicaud, ministre du Travail, qui est, elle, une ancienne du cabinet de Martine Aubry. Donc on voit Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière qui dit bah oui, c'est un choix intéressant. Qui reconnaît la connaissance de ces dossiers. Ça, c'est toute la stratégie que réussit à mettre en œuvre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a toujours un deuxième tiroir. C'est quelqu'un qui pense énormément, c'est un philosophe. On n'est plus habitué finalement à voir... on a eu des enfants de la télé, Nicolas Sarkozy comme François Hollande. On a l'impression que Emmanuel Macron essaie de nous rattacher finalement à une histoire un peu différente, à la politique, enfin pas autrement, mais justement à revenir à une certaine forme de politique, comme s'il y avait eu une parenthèse de 10 ans, le temps peut-être que le quinquennat aussi se mette en place. Qu'on revienne presque à une normalité, paradoxalement. Alors peut-être celui qui voulait être président normal était anormal. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la crispation césariste. Donc c'est tout le problème et c'est aussi ce qui est en train de se jouer dans la relation. C'est ce qui joue dans la relation par exemple avec les journalistes. Alors c'est assez facile de jouer avec les journalistes dans la mesure où vous savez très bien les journalistes sont globalement une profession décriée. Mais il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Donc on voit, c'est en train de s'installer. Ce pouvoir est en train de s'installer. On est au tout début, mais on voit bien qu'il est déjà il a planté les piquets autour de son terrain. Il essaie de défendre sa fonction présidentielle et on le voit bien d'ailleurs dans la façon dont son Premier ministre s'exprime. On voit bien qu'il est sous contrôle d'Emmanuel Macron. C'est très macronien, ça finalement, c'est lui le chef. Votre livre s'intitule « L'irrésistible ascension ». Alors cette ascension, c'est d'abord la sienne, évidemment, c'est son travail, c'est sa réflexion, mais elle a aussi été favorisée, Swazik Kemener, encouragée par un incroyable, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la chance, l'alignement des planètes, c'est pas anodin. En politique, ça compte énormément. L'affaire Fillon, tout ce qui s'est passé, on a l'impression que les obstacles sont tombés les uns après les autres pour qu'il y ait à la fin un boulevard. Voilà, alors il l'avait vu, ce boulevard. Emmanuel Macron, il était le seul tout au début d'ailleurs à y croire. Il y a un de ses conseillers qui nous explique d'ailleurs au mois de décembre, il dit « Imaginez, la primaire de la belle alliance populaire aboutit à la victoire de Benoît Hamon ou d'Arnaud Montebourg. Imaginez François Fillon n'arrive pas à imposer son programme. On se souvient, François Fillon, il y a eu les affaires, mais il y a eu aussi le problème de ce programme qui n'a pas voulu changer, réformer après le second tour de la primaire, alors qu'on sait que l'électorat de la primaire est un électorat très particulier. C'était seulement une partie de la droite qui était venue voter. Et donc, il dit, imaginez ça, et il dit, finalement, et imaginez aussi que François Bayrou soit trop bas dans les sondages. Il dit, il va renoncer à se présenter, et du coup, Emmanuel Macron... il sera là, il sera au second tour, et s'il est face à Marine Le Pen, eh bien c'est gagné. Donc dès le mois de décembre, évidemment ce conseiller, il parle avec Emmanuel Macron, donc il voit la ligne est tracée. Alors après, il y a encore d'autres coups de chance du destin, c'est-à-dire, par exemple, le Penelope Gate, qui n'était pas prévu et qui fait que le candidat de la droite, pour la première fois depuis le début de la Ve République, ne sera pas au second tour de la présidentielle. Donc il y a vraiment à la fois de la chance, mais énormément d'habileté politique et surtout de connaissance de la façon dont la politique fonctionne. L'habileté sur le paysage politique, là-dessus, selon vous, quelle est votre conviction? Est-ce qu'il est, Emmanuel Macron, le dynamiteur, comme on le lit souvent, de ce paysage politique, ou est-ce qu'il est l'accompagnateur, le facilitateur, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où il peut opérer ce à quoi il pense depuis longtemps, cette recomposition? En fait, j'ai envie de vous répondre en même temps. C'est-à-dire qu'il est dynamiteur parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, par exemple en choisissant Édouard Philippe. Édouard Philippe qui est un proche d'Alain Juppé, il sait très bien ce qu'il fait en choisissant Bruno Le Maire, donc qui était un proche autrefois de Dominique de Villepin, mais les deux hommes s'entendent encore bien, et Gérald Darmanin qui s'était battu aux côtés de Nicolas Sarkozy pour la primaire.
tout est très bien organisé et en même temps, il a bien senti effectivement que les deux grands partis étaient à bout de souffle. Il a pressenti l'explosion du PS. Il a senti aussi le tiraillement de ligne chez les Républicains qui existe depuis quasiment la victoire de Nicolas Sarkozy. Beaucoup à droite disent maintenant cette victoire de Nicolas Sarkozy s'était faite sur un malentendu en 2007. Il a cru qu'il avait gagné parce qu'il avait aussi asséché le Front National et c'était pas seulement ça la victoire de Nicolas Sarkozy, c'était aussi le côté social, c'était aussi la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est aussi le travailler plus pour gagner plus, évidemment. Et donc, ils disent que dès cette lecture-là, dans cette lecture-là, la droite a commencé à se fracturer, puis ça s'est poursuivi, le discours de Grenoble, et puis ensuite l'apogée lors de cette primaire. Et là, on voit les fissures, voire pour certains les fractures. Il y a une phrase que j'ai notée dans votre livre, c'est celle de Julien Drey, qui avait dit ceci avant la présidentielle. Si Macron gagne à la présidentielle, on assistera à une vraie Macron-mania. Il va balayer tout sur son passage, à commencer par ses 30 années de pratique politique. D'abord, sur la première partie de sa phrase, la Macron-mania, elle est à l'œuvre. Est-ce qu'il y a ces particules d'enthousiasme qui peuvent exaspérer ceux qui n'ont pas voté pour lui et qui, pour les autres, bien, au contraire, ils s'en félicitent? Je pense qu'il y a en tout cas une attente. C'est-à-dire qu'on sentait que les Français étaient un peuple résigné. C'est-à-dire que cette présidentielle, à un moment dans la présidentielle, on sent bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, personne ne pense que ça ne changera plus rien. Donc Emmanuel Macron, il y a une énorme attente. Il n'y a pas encore de Macron-mania, où il n'y en aura peut-être pas du tout. Il l'a dit lui-même, il n'y aura pas d'état de grâce. Et les sondages le montrent ce matin même, en expliquant qu'il n'a que 45% de bonnes opinions, ce qui est très très faible pour un président qui vient de s'installer. En même temps, on est sur un paysage politique dévasté qu'il essaie de reconstruire. Donc on est peut-être à l'aube de quelque chose, peut-être que ça va très mal se passer. Il y a aussi la question du troisième tour social qui interviendra peut-être rapidement en même temps qu'avancera le travail sur la réforme du Code du travail. Donc il est dans un entre-deux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il essaie peu à peu de recoudre le lien entre les citoyens et la politique. Ça va passer notamment par la loi de moralisation de la vie politique, de la vie publique qui sera mise en œuvre par François Bayrou, nouveau garde des Sceaux. Donc on est obligé d'attendre un petit peu, mais on est dans une période de latence. Parlons de François Bayrou. On va revoir l'image de la photo de famille recomposée, si tu veux, vraiment une famille recomposée de ce gouvernement, avec la place importante de François Bayrou, garde des Sceaux. Et vous racontez ce moment vraiment de bascule dans la campagne où vraiment François Bayrou il va venir à un moment, et on n'exagère pas quand on le dit, c'est-à-dire Emmanuel Macron connaît une sorte de faux plat dans sa campagne. En tous les cas, là, il n'y a plus d'alignement des planètes. Et arrive François Bayrou, ça va compter. Bien sûr, ça compte énormément puisque ça n'est quasiment jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il se désiste, il annonce qu'il ne sera pas candidat et tous les points qui allaient vers lui, c'est-à-dire les 5 points, partent intégralement chez Emmanuel Macron. Comment ? Une addition de voix ? C'est assez rare. Mais oui, bien sûr, c'est totalement rare. Et en fait, il le densifie. Il densifie ça. Vous savez, c'est un peu comme une veste un peu molle et on met un cintre dedans. Aussitôt, les personnes le regardent et les électeurs regardent et disent on sait où va Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se rapproche du centre. On voit ce qu'il est en train d'essayer de construire. Donc évidemment, il apporte énormément à la candidature d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette campagne ? On a un petit peu de recul maintenant. Vous l'avez dit, c'est une campagne présidentielle insensée, inédite, déroutante, qui nous a un petit peu tous pris vraiment. Est-ce que vous avez pu avoir un peu de distance et de recul déjà pour voir ce qui a été le plus frappant, au-delà d'ailleurs de l'ascension d'Emmanuel Macron? Je pense que ce qui est le plus frappant, alors c'est le terme qu'utilise Emmanuel Macron, c'est ce bouleversement entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et on ne sait pas jusqu'à quel point ça va aller. En fait, c'est cette ligne de fracture qui s'est ouverte entre ceux qui ont voulu reconstruire la politique et ceux qui s'accrochaient à la politique d'avant. C'est-à-dire ceux comme Nicolas Sarkozy, par exemple, qui se sont confrontés à une primaire qui était pas obligatoirement la politique d'après d'ailleurs, mais qui se retrouvaient finalement coincés dans leur passé, qui n'arrivaient plus à trouver du ressort. En fait, c'est ça, c'est l'histoire d'hommes qui n'avaient plus de ressort, qui n'avaient plus de ressort politique, qui n'arrivaient pas à réinventer leur rapport aux citoyens, et l'histoire de quelqu'un qui est arrivé en se disant on va tout tabula rasa, on recommence tout, en même temps, c'est frappant. Le nouveau monde avec quand même des techniques politiques. Quand on voit le choix du gouvernement, les équilibres aussi du monde qu'on connaît, de cet ancien monde-là. Bien sûr, oui. Voilà. Tout n'est pas effacé parce que les voies démocratiques sont toujours les mêmes. On élit un président au suffrage universel. Il est là, il choisit un Premier ministre, ils forment ensemble un gouvernement.
Bien sûr. Un mot sur, évidemment, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé lors de la campagne, moins de la présence de sa femme, Brigitte Macron, là, dans les premiers moments. Elle était là, évidemment, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs. Le rôle qu'elle a occupé pendant la campagne, comment est-ce que vous le qualifiez? Essentiel, primordial? C'est un rôle central. Un rôle central, un rôle... Même si on ne l'a pas vu dans le fameux documentaire où elle était un peu en retrait. Oui, mais encore une fois, tout ça est savamment calculé. Elle occupe un rôle central. Et d'ailleurs, toute la question va de savoir comment elle s'installe justement là aujourd'hui à l'Élysée. Vous savez que les Français ont perdu l'habitude d'avoir une première dame depuis février 2014. Il n'y avait personne aux côtés de François Hollande. On peut penser que c'était quelque chose qui ne déplaisait pas aux Français, donc il va falloir qu'elle s'installe, mais à petits pas. D'ailleurs, elle l'a compris très bien parce que c'est une femme très intelligente. Et donc vous voyez bien que depuis dimanche 7 mai, on la voit quand même assez peu, on n'entend pas de déclaration, elle reste quand même en retrait. C'est voulu quand vous dites que tout cela est savamment organisé, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de maîtriser vraiment cette communication au plus près. On est dans le contrôle total, mais aussi c'est une façon de réagir à ce qui s'est passé à la présidence bavarde de François Hollande. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron était aux premières loges, était secrétaire général adjoint de l'Élysée au début du quinquennat de François Hollande, donc il a vu tous les couacs les uns après les autres. Donc c'est aussi pour ça qu'on est dans une hyper maîtrise. Alors je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais pour l'instant, tout est cadenassé. C'est-à-dire, Soisy Kemener, qui est normalement, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il ne devrait pas y avoir un livre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». On imagine assez difficilement qu'il puisse commettre la même erreur que François Hollande. Après, je ne vous dis pas qu'il y aura pas d'autres livres. Malgré tout, justement, pour savoir beaucoup plus sur les dessous, les offs et les coulisses de cette présidentielle insensée, le voici, c'est ce livre, Soisy Kemener et Alexandre Douic, L'irrésistible ascension, c'est chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission et comme d'habitude à suivre, ce sont les moments choisis. En réalité, il fait le choix de tourner la page. Emmanuel Macron, c'est l'alternance au carré. On tourne la page du quinquennat de François Hollande et on tourne la page aussi de 20 ou 30 années où droite et gauche se succèdent, eh bien, pas forcément avec bonheur. Ce gouvernement de droite pour la droite ne peut inspirer la confiance à un moment où le pays a un besoin de gauche. Bien sûr qu'il y a un risque. Schröder a fait quelques réformes qui étaient très positives pour l'économie allemande, mais en même temps, dans certains domaines, justement sur la précarisation du travail, là, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Donc, ce que j'espère que Macron va faire, c'est qu'il va apprendre ce qui s'est passé en Allemagne, de reprendre ce qui a été positif, mais en même temps de faire attention à ne pas précariser le travail. Il arrive même aux parlementaires de recevoir des amendements prêts à imprimer. Comme celui-ci, ne manque plus qu'à rajouter le nom de l'élu, la date et le numéro d'amendement. Ça se reconnaît dans l'hémicycle pendant les débats quand vous vous apercevez que des groupes qui sont apparemment contradictoires politiquement déposent à droite et à gauche exactement le même amendement dans les mêmes termes avec le même exposé des motifs. Là, immédiatement, un petit feu rouge de vigilance, c'est clair. On sait que c'est un lobby qui l'a écrit. C'est donc une réalité. Les groupes de pression tentent de mâcher le travail des parlementaires et fournissent du clé en main. Est-ce qu'on peut voter en mangeant? Est-ce que l'acte alimentaire peut devenir social et politique? Mais je vais vous dire souvent d'ailleurs, ceux qui mangent très mal, ce sont ceux qui ne vont plus voter. Oui. Ceux qui mangent très mal ne vont plus voter. C'est les mêmes. Si on faisait demain une enquête sociologique par rapport aux gens qui votent leur histoire, à faire leur façon de vivre et leur façon même peut-être de manger, ben on comprendrait aussi que c'est des gens qui sont complètement sortis du système. Leur alimentation témoigne de la rupture. Sous ces airs de chamboule-tout, Emmanuel Macron est en train quand même vraiment de se glisser dans des habits presque du général, on va dire, et qui risque de mener notamment ce Conseil des ministres de façon très présidentielle, très incarnée, après l'épisode de Sarkozy complètement débridé, et puis une période de Hollande qui n'a pas non plus totalement modifié les choses.
Cet aéroport, et c'est bien le problème, c'est que quand on a fait les expertises, les experts sont les donneurs d'ordre. C'est un peu comme dans le nucléaire, c'est toujours EDF ou Areva qui sont à la fois les spécialistes et les gens qui construisent. La rentabilité économique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un papier récent des Échos le rappelait, n'est absolument pas assuré. Mais est-ce que vous pensez qu'on se dirige clairement vers un abandon ? Moi, je pense que si les choses sont faites de manière intelligente et rationnelle, c'est-à-dire vraiment avec une analyse externe des coûts économiques, on va vers un abandon. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve demain pour votre émission Territoire d'info. À bientôt. Belle fin de soirée.